Bonjour à tous et content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez. Dans cette vidéo, je vais vous parler des business qu'il y a à faire ici, au Sénégal. Je vous donnerai mon point de vue en tant qu'immigré, en tant qu'étranger. Donc ça sera peut-être la particularité de ce thème, c'est que le business en Afrique, et particulièrement au Sénégal, mais vu par un immigré, vu d'un œil extérieur. D'accord ? Parce que je me rends compte que je vois beaucoup ce thème-là repris sur Internet, mais dans une très grande majorité des cas, c'est repris soit par des Africains de la diaspora, ou alors des Africains d'ici, et je me suis dit c'est peut-être intéressant qu'un Européen donne son point de vue ici, puisque lui-même vit sur place et voilà, peut faire part un petit peu de son ressenti. Donc je vais vous aborder tout ça tout de suite après l'introduction. Simplement pour vous dire qu'ici l'hivernage a bien démarré, c'est-à-dire que la période des pluies s'est amorcée. On a déjà eu 2 pluies, je crois, la semaine dernière. Et là, on sent vraiment la moiteur. Vous voyez, dès que vous marchez un petit peu, que vous faites le moindre exercice, vous êtes en transpiration. Là, je me suis mis un petit peu à l'ombre parce que sinon, le soleil, vraiment, ça cogne de bon matin. Et voilà, écoutez, comme toujours, on va faire ça à la mode cool. Voilà, autrement, hormis ça, rien de particulier. On attend toujours l'ouverture de l'espace aérien concernant le Sénégal. Normalement, ça devrait repartir début juillet. Également pour les vols internationaux en provenance d'Europe ou d'autres endroits. Mais tout ça, pour l'instant, il n'y a rien encore d'acquis de certains. Donc, dès que j'en saurai plus, je vous donnerai les informations. Allez, sur ce, c'est parti. À tout de suite. Voilà, donc me revoilà pour la suite. Nous allons donc continuer ce thème. Donc je vais vous donner plusieurs idées, plusieurs pistes de réflexion. Alors je ne rentrerai pas dans les prix, la rentabilité, le retour sur investissement, enfin tout ça, toutes les questions que vous pouvez vous poser ou que vous voudriez me poser. Moi je vous donne simplement les pistes de réflexion à vous, en fonction de l'intérêt que vous portez pour un ou plusieurs des thèmes, à vous d'approfondir, de rechercher par vous-même sur Internet, dans les livres, les témoignages, etc. Également, j'invite les gens à faire part de leur ressenti, de leur expérience, ou alors s'ils ont des propositions, des thèmes auxquels moi je n'ai pas pensé, n'hésitez pas à les faire partager dans les témoignages de la vidéo. Le but, c'est qu'à travers cette communauté, il y ait de l'échange d'informations et que ça puisse profiter à tous et que certains, peut-être, au suivi de cette vidéo, pourront concrétiser un projet ici d'investissement au Sénégal. Alors voilà, c'est ce que je vous dis. Moi, je vais vous donner mon avis en tant qu'étranger, en tant qu'immigré qui vit ici depuis de nombreuses années. Je vous ferai part un petit peu de mon ressenti sur certains thèmes. Donc, je vais vous donner tout ça. Alors, je vais commencer déjà par une valeur essentielle. Pour moi, un des thèmes porteurs, c'est l'agriculture. Ça, effectivement, au Sénégal, l'agriculture, ça peut être quelque chose, je dirais, avec un fort potentiel. D'ailleurs, je rappelle que à l'époque, il y a quelques années en arrière, quand il y avait encore le président Abdoulaye Wade, lorsqu'il était président de la République, il avait proposé justement aux jeunes qui voulaient partir clandestinement à l'étranger, en Europe, etc., et qui en fait étaient attrapés et réexpulsés au Sénégal. Je me souviens qu'il leur proposait une alternance, une alternative à leur projet de vie. C'était un retour vers la terre. C'est-à-dire le président Abdoulaye Wade leur proposait une formation dans l'agriculture pour ensuite arriver à rentabiliser un terrain, faire de la plantation, etc. Alors ça avait plu à beaucoup de jeunes. Il y en avait d'autres qui étaient partis plutôt défaitistes ou critiquaient le projet d'emblée en disant qu'ils n'étaient pas agriculteurs, que ça ne les intéressait pas de retourner vers la terre, qu'ils avaient d'autres perspectives dans leur vie, ce qui est leur droit. Mais je trouve quand même que l'agriculture, effectivement, est une valeur forte, est un pilier, en fait, dans l'économie. Donc, dans l'agriculture, ça peut être quoi ? La culture de l'arachide. Il faut savoir que le pays est exportateur d'arachide. Donc, l'arachide marche bien. Les légumes également. Donc, cultiver des légumes. Le manioc, ma femme me parlait du manioc, me disait qu'effectivement, le manioc, ça marche bien également. Donc, voilà. Et surtout aussi les oignons. Donc, les oignons,
Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est très consommé ici, hein, dans les plats nationaux. Donc ça s'adresse aux locaux, hein, aux gens qui vivent ici. Donc voilà, je pense que l'agriculture, pour moi, fait partie justement des business plans voilà, qui sont porteurs encore à l'heure d'aujourd'hui, en 2020, 2021. Voilà, donc n'hésitez pas à vous porter là-dessus. Alors le conseil que moi je pourrais vous donner, c'est simplement déjà de bien sélectionner le terrain que vous souhaitez acquérir. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Vous pouvez peut-être voir s'il n'y a pas moyen de le louer en échange d'une mise en valeur du terrain, et puis de faire travailler aussi les gens qui sont dans la zone, les jeunes de la zone. Donc c'est de sélectionner un terrain avec un fort potentiel, voir s'il y a possibilité de le louer plutôt que de l'acheter, et puis ensuite de le faire sa mise en valeur, la construction d'un puits, un système d'arrosage, et surtout aussi sur le facteur humain, de s'entourer de gens enthousiastes, motivés, parce que tout votre plan, comme tous les autres d'ailleurs, dépendront de ça en fait, hein. Il n'y a rien de pire que d'être mal entouré. Je vous le dis honnêtement, il n'y a rien de pire dans ce cas-là, mieux faut travailler seul. Voilà. Donc sélectionnez bien les gens qui vous entoureront dans votre projet, qu'ils soient compétents, ou du moins qu'ils aient l'envie d'apprendre, c'est déjà une chose essentielle, qu'ils soient motivés, enthousiastes, voilà, qu'ils partent, je dirais, d'un bon pas. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'élevage, effectivement. C'est un créneau aussi à fort potentiel. Alors, dans l'élevage, ça peut être l'élevage de moutons, effectivement. Vous savez qu'ici, le mouton occupe une place capitale, hein, dans la société sénégalaise. Donc le mouton, ça peut être aussi les chèvres, et ça peut être aussi les veaux. Donc les zébus, l'élevage de zébus, de veaux, etc. Voilà, ça, ce sont des créneaux porteurs. Pareil, même chose, hein. Là, il faut être bien entouré de gens qui connaissent leur métier. Si vous le connaissez, c'est déjà un énorme atout. Mais sinon, vous entourez de gens compétents en la matière. Et effectivement, c'est quelque chose qui marche ici. Alors il faut savoir, et pareil aussi, j'en parlais avec Aminata pour qu'elle me donne son point de vue en tant que sénégalaise. Elle me disait que beaucoup d'éleveurs font aussi en parallèle la dibiterie. Alors la dibiterie, ceux qui connaissent le Sénégal connaissent très bien de quoi je parle. Pour ceux qui ne connaissent pas la dibiterie, en fait, ce sont les petits étals que l'on voit des fois en bord de route, hein. Des fois, c'est même quasiment des petits restaurants où en fait, ils font griller de la viande. Alors voilà, ils la proposent et vous l'achetez soit 500 grammes, soit au kilo. Et ils vous la préparent avec l'assaisonnement, etc. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui, en parallèle, le soir, assurent un service de dibiterie. Comme me dit Aminata, d'une pierre deux coups, ils font de l'élevage qu'ils peuvent proposer à la revente, mais également avec la dibiterie, s'ils ne vendent pas d'animaux, c'est pas grave, puisqu'ils ils compensent par le chiffre d'affaires de la dibiterie en parallèle. Voilà. Donc ça peut être un deuxième point, je dirais, intéressant pour les gens qui voudraient se lancer là-dedans. Alors ensuite, vous avez aussi la pêche. Alors la pêche, qu'est-ce que j'entends par là? En fait, bien que à l'heure d'aujourd'hui, et d'ailleurs sur le groupe Facebook, on a fait remonter pas mal d'articles là-dessus, parce que malheureusement, des espèces d'énormes bateaux usines viennent, je dirais, vider un peu les mers sénégalaises de ces poissons. Alors, mais là, dernièrement, je crois savoir que le gouvernement sénégalais a pris des mesures, hein, des mesures concrètes pour déjà limiter le nombre de licences de pêche et puis pour surveiller justement leurs côtes. Mais il faut savoir que la pêche, ça reste quand même un facteur essentiel de l'économie sénégalaise et ça peut être intéressant aussi pour un investisseur. Alors par exemple, vous voyez, moi-même, à moindre échelle, je m'étais posé la question à un moment de savoir si je n'aurais pas investi dans une pirogue en fait, en quelque sorte, hein. Acheter une pirogue avec un moteur, un bon moteur, et puis le confier à un pêcheur confirmé, sérieux, pour que justement lui-même puisse travailler chaque jour et chaque jour de manière quotidienne ou à la semaine ou il me ramène soit du poisson, c'est-à-dire soit je me fais payer en poisson ou alors je lui demande une certaine somme fixe, voilà. Donc investir dans des pirogues pour ensuite aller pêcher, c'est quelque chose d'intéressant effectivement. Donc et ça peut même s'adresser à une personne individuelle comme moi, par exemple ici, quand il y a un moment je pensais à diversifier mon économie. Voilà.
Ensuite, vous avez quoi? Ben moi, j'ai marqué la prestation de service. Voilà. Alors la prestation de service, pour moi, en tant qu'immigré, je pense que c'est un facteur clé et mais enfin, il y a à faire parce que nous avons beaucoup de retraités européens qui viennent s'installer. Et je pense que nous en aurons encore beaucoup parce que tout simplement, avec leur retraite, ils auront du mal à vivre ou à survivre en Europe. Et je rappelle que nous sommes à 5 heures de vol de Paris, que nous avons 1 heure, voire 2 heures de décalage horaire maximum, que la langue officielle reste le français, que les textes de loi, la législation sont calqués sur le modèle français. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec la Thaïlande. Quand on vient ici, il y a quand même un socle commun ou un socle, je dirais, ressemblant à ce qu'on peut trouver en Europe. Donc nous aurons et nous allons avoir de plus en plus de retraités. Et donc pour ces retraités, il y a tout un marché à prendre au niveau de la prestation de services. Alors moi, je pensais par exemple, c'est un exemple concret, mais voilà, infirmière. Une infirmière sénégalaise ou une infirmière venant d'Europe ou par exemple une sénégalaise, enfin une française d'origine sénégalaise ayant fait des études d'infirmière en France peut très bien s'installer ici à son compte plutôt que d'essayer de travailler pour une clinique ou un hôpital, se met ici en tant qu'infirmière libérale pour proposer justement ses services chez les retraités pour les soins à domicile. Voilà, je pense que c'est un créneau qui peut être porteur. Elle travaillera pour elle, elle se sera créé son emploi et je pense qu'il y a de la demande. Et puis il faut savoir qu'ici, le bouche à oreille fonctionne très vite. Voilà, donc je pense qu'à Sali, effectivement, des infirmières à domicile, je ne sais pas s'il y en a pour l'heure, mais en tout cas, il y en a, j'en vois pas. Je pense aussi en Casamance, je pense, voilà, je pense à Saint-Louis, voilà, il y a, je pense, une demande là-dessus et je pense qu'il y a un créneau. Dans la prestation de service aussi, on peut penser, voilà, me dit Aminata, cuisinier à domicile, effectivement, ça c'est quelque chose qui peut marcher, parce que ça s'adresse aussi bien aux Européens, mais aux Sénégalais ici. Il faut savoir que les familles sénégalaises, quand il y a des mariages, des baptêmes, ils font appel à des cuisiniers de l'extérieur, parce qu'eux-mêmes doivent s'occuper d'autres choses. Donc ce sont des cuisiniers de l'extérieur. Donc là-dedans, c'est pareil. Il y a un créneau à prendre. Cuisinier pour les familles sénégalaises qui organisent des cérémonies religieuses ou voilà, et aussi pour les Européens qui soit organisent une soirée dînatoire, ou bien des fois ça peut arriver aussi un cuisinier à domicile qui vient régulièrement pour confectionner des plats ordinaires, des plats de tous les jours. Donc ça c'est quelque chose à faire. Il y avait aussi, vous voyez par exemple la semaine dernière. 2 fois dans la semaine, on m'a demandé s'il y avait un photographe professionnel. Eh ben, il y en a pas. Enfin, du moins pas à ma connaissance. Alors, on m'avait posé la question une première fois. On me dit, Franz, est-ce que tu connaîtrais un photographe professionnel pour faire des belles photos de ma maison, de ma villa que je souhaiterais louer ou mettre en vente? Et effectivement, je pense qu'il y aurait une demande là-dessus. De la même manière qu'on me réclamait la deuxième demande, c'était un photographe professionnel pour mettre en valeur des produits cosmétiques que la personne souhaitait vendre. Donc voilà, donc ça c'est pareil. Si vous êtes photographe ou grand amateur de photographie, je pense que vous pouvez vous lancer là-dedans à votre propre compte et créer une petite entreprise, je dirais, de photographie, aussi bien dans l'immobilier que dans le côté, je dirais, marketing, publicitaire, etc. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui peut marcher. Voilà, aujourd'hui ce que je regarde un petit peu mon mémo. Voilà, je pense que voilà, pour moi, voilà un petit peu les créneaux qui peuvent marcher. Alors les créneaux qui ne marchent plus, qui malheureusement saturent, je vais vous les donner parce que voilà, ça c'est un peu le bonus. Je vais parler déjà de quelque chose que je connais et dans lequel je suis, c'est l'immobilier. Voilà. Si vous souhaitez vous installer ici pour créer une agence immobilière, je vous dis, le marché est saturé. Il y a plus d'agences qu'il n'en faut. J'avais fait une vidéo il y a quelques mois de ça, bien avant la pandémie, sur les agences immobilières rien qu'à Sali. À l'époque, j'avais compté sur l'axe principal, il y avait 18 agences immobilières. Je ne comptais même pas les agences immobilières qui étaient dans les rues avoisinantes ou adjacentes, etc. 18. Je pense que là, à l'heure d'aujourd'hui, avec la pandémie, malheureusement, parce que je ne m'en réjouis pas, je ne me réjouis pas du malheur des autres, mais il y a certainement des agences immobilières qui ont fermé. Donc si vous envisagez de vous installer dans l'immobilier, sachez que déjà, il y a énormément de gens qui le font, de manière officielle, à plus ou moins grande échelle. Moi, je le fais de manière modeste, à titre individuel.
mais avec pignon sur rue, de manière officielle. Je paye mes impôts, je suis déclaré, voilà. Mais il y en a une multitude qui le font dans le domaine, je dirais, informel, c'est-à-dire qui s'improvisent agents immobiliers. Je vois une multitude d'annonces immobilières sur Facebook et quand je clique sur les profils, je m'aperçois que ce sont des particuliers, donc absolument pas des professionnels reconnus. Voilà, moi je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'immobilier sature et voilà, sauf si vous connaissez très bien le métier, que vous êtes de là, que vous avez des années d'expérience. Oui, faites-vous de votre place, prouvez aux gens que vous pouvez apporter de la valeur, que vous êtes sérieux dans votre travail, et là vous arriverez à vivre. Moi j'arrive à vivre de la concurrence parce que je me démarque dans ma méthodologie de travail. Voilà, je travaille en toute simplicité, sans prétention. C'est peut-être ça aussi qui me démarque, c'est-à-dire que voilà, déjà, j'essaye de me montrer humble. Quand je ne sais pas, je ne sais pas, et surtout, voilà, quand je ne tomberai jamais dans les pièges de l'immobilier, comme j'ai pu voir ces derniers temps, des ventes qui ont été faites de manière, je dirais, plus que douteuse, avec des documents qui relèvent de l'amateurisme. Voilà, donc voilà, c'est qu'on trouve de tout, et je pense que ce qu'il y a peut-être de positif dans le Covid-19, c'est peut-être que ça va donner un bon coup de balai, un bon coup de Karcher en quelque sorte, et que resteront seuls ceux qui sont vraiment sérieux et efficaces dans leur travail. Donc l'immobilier, pour l'instant, pour moi, voilà, se lancer dans une agence immobilière, c'est pas le bon plan. Être promoteur immobilier, ça ne s'improvise pas. Voilà, j'en vois qui essayent de s'improviser comme promoteur immobilier. Moi, je ne le fais pas. Je ne m'improviserai pas là-dedans. Pourtant, on me l'avait proposé d'assurer la promotion de maisons de construction pour la vendre, pour ensuite en faire d'autres derrière. J'estime que c'est un métier et il faut maîtriser tous les paramètres. Moi, je ne m'y connais pas du tout en construction et je trouverais ça incorrect de ma part de me lancer là-dedans. Donc la promotion immobilière, c'est pareil, c'est quelque chose. Soit vous êtes du métier, si vous ne l'êtes pas, ne vous improvisez pas promoteur immobilier. Ensuite, je me souviens de plans comme acheter un taxi, par exemple, acheter une voiture pour faire taxi. Ça a marché il y a quelques années en arrière. C'est quelque chose maintenant qui marche moins, et qui marche plus du tout. J'ai connu beaucoup de gens qui avaient investi dans des voitures, plusieurs même, qui les avaient confiées à des chauffeurs pour les rentabiliser, et ils me disaient qu'en fait c'était pas un bon plan, qu'ils avaient souvent des problèmes de mécanique, d'entretien, de l'état général de la voiture, du manque de sérieux de leurs chauffeurs et du manque de confiance. Donc voilà, c'est quelque chose voilà, que je ne conseille pas. Et puis il faut savoir que c'est saturé ce milieu-là également. Vous avez énormément de taxis, même trop. Et ce qui est en train de se passer pour les voitures est en train de se passer exactement pour les Jakarta. Il y a quelques années en arrière, les Jakarta permettaient de donner un travail à des jeunes, c'est-à-dire avec le Jakarta, leur petite moto, ils pouvaient se créer un métier de taxi Jakarta en fait. Mais le problème, c'est que c'est saturé. Là, à l'heure d'aujourd'hui, Sali est saturé de conducteurs de Jakarta. Je parle même pas de Thiès, qui a une quarantaine de kilomètres de là, où voilà, c'est trop. Ici, en fait, ce qui se passe en Afrique et au Sénégal, c'est que le copier-coller va très vite. Voilà. Le copier-coller, ça fonctionne voilà, très vite. Vous avez une idée et quelques temps après, voilà. Mais je reste persuadé que le copier-coller, rien ne vaut l'original. Voilà. Moi-même, je le vois dans mes activités. J'essaie d'innover et je me rends compte que tout de suite, voilà, on copie sur certaines choses. Alors, ça ne me gêne pas. Je vous le dis honnêtement, ça ne me gêne pas qu'on copie ma méthode ou mes idées pour certaines choses. Puisque j'essaye d'être novateur, d'innover. Voilà, simplement, si vous copiez, essayez de garder une part d'originalité, parce que sinon, vous ne serez que la pâle reflet de ce que vous aurez cherché à copier. C'est pas bon. Moi, personnellement, je ne copie pas. Je peux m'inspirer, mais voilà, après, je mets ma sauce, je fais ma signature, mais surtout, j'essaye d'innover. Voilà. La preuve, c'est que vous voyez bien, pour ceux qui me suivent depuis de nombreuses années, j'ai fait de l'immobilier, ensuite j'ai fait du coaching, de l'accompagnement, d'accompagner les gens dans leurs projets d'investissement ici. Là, je me lance dans la politique, c'est quelque chose de nouveau pour moi, non pas pour y faire carrière, mais c'est simplement pour me donner une nouvelle, voilà, un nouvel arc à mes flèches, pour me donner de nouvelles compétences. Et puis pour approfondir ce que je fais, c'est-à-dire donner de la valeur aux gens, des conseils, des informations. Donc voilà, vous voyez, j'essaye d'innover à chaque fois.
Et je vous encourage à faire la même chose, mais le copier-coller n'est pas forcément la bonne chose. Donc voilà, les taxis, c'est pas la solution non plus. Une dernière chose aussi, l'élevage de poulets. Alors l'élevage de poulets, il y a encore des gens qui se lancent là-dedans, je leur souhaite bonne chance. Il faut savoir qu'il y a quelques années en arrière, ça a énormément fonctionné, ça fonctionne moins. Et comme me disait encore également Aminata, il y a beaucoup maintenant de familles sénégalaises qui font leur propre élevage de poulets pour éviter justement d'en acheter. D'ailleurs, ça me permet d'ouvrir une parenthèse. Avec Aminata, on avait essayé de faire l'élevage de lapins. Il faut savoir qu'ici, l'élevage de lapins, il n'y en a pas, ou très peu. Et pourtant, je pense que c'est un créneau qui pourrait marcher, qui pourrait même remplacer ou prendre des bonnes parts importantes par rapport au poulet. Parce qu'il faut savoir que on a fait goûter avec Aminata le lapin, et ça peut très bien se mariner et composer avec les plats locaux. Et les Sénégalais qui goûtaient le lapin étaient justement agréablement surpris par la qualité de la chair de cet animal. Donc voilà, donc le lapin, ça pourrait être un substitut de remplacement à l'élevage de poulets qui malheureusement, je vous dis bien, il y en a beaucoup qui l'ont fait, le copier-coller, on en revient toujours à ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, voilà, c'est un marché qui est saturé, je pense. Voilà ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo. Donc j'espère que vous aurez en tout cas apprécié la pertinence des suggestions. N'hésitez pas également à faire part vous aussi de vos propositions. Quels sont les business qui peuvent marcher ici au Sénégal. Je rappelle aussi que le but, c'est ne pas d'investir des sommes colossales, c'est d'investir avec des sommes réelles, accessibles, et que ces idées d'investissement puissent s'adresser aussi bien aux Sénégalais de la diaspora qu'aux Européens passionnés par l'Afrique et qui veulent investir ici, ou alors à des jeunes d'ici qui disposent de moyens limités et qui veulent se créer leur job. Voilà, écoutez, à chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous. Dernière chose aussi que j'ai soumis à Aminata, bon, elle était réticente, elle me dit Franz, ton idée, ça peut pas marcher, ça marchera pas. Je pensais au coworking, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui veulent lancer leur structure, mais qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans un bureau, dans la location d'un bureau, voilà. Donc je pensais au coworking, c'est-à-dire mettre en place une grande structure avec des petits bureaux divisés, c'est-à-dire des petits bureaux où là, le gars qui a sa structure mais qui n'a pas de bureau, loue de manière ponctuelle un petit bureau, soit pour accueillir des gens, ou soit le garde pour gérer sa petite structure. Moi, je pense que ça pourrait marcher, et ça pourrait aussi bien intéresser des Sénégalais que des gens de l'extérieur qui ont leur structure existante sur le plan administratif, mais non pas la structure existante sur le plan matériel, et louer un petit bureau existant, un petit call box en quelque sorte, plutôt que d'investir dans un bureau en bonne et due forme, pourquoi pas. Donc voilà, investir dans ce type de coworking, pourquoi pas. Pour moi, ça me paraît faisable. Aminata me disait que ça risquait de mal marcher parce que les gens aiment bien ici, c'est vrai que les gens aiment bien avoir leur propre bureau pour montrer aux gens qu'ils ont leur bureau, qu'ils sont patrons. Et elle me disait, coworking ici, les gens peut-être n'oseront pas ou seront gênés d'avoir ça. Personnellement, moi je vous le dis honnêtement, j'aurais pas mon bureau, je recevrais les gens dans un petit espace, dans un coworking. Personnellement, ça ne me gênerait pas. Mais ouais, après, tout dépend de l'état d'esprit de chacun. Voilà, écoutez, je vais arrêter là parce que sinon la vidéo serait trop longue. Je vous souhaite à chacun d'entre vous une bonne continuation. Et je vous dis bien, si vous avez un projet, n'hésitez pas à le concrétiser. Mais surtout, voilà, allez-y par étapes, par méthode. Et surtout, la règle d'or, sachez vous entourer de gens de qualité, motivés et en qui vous pouvez faire confiance. Et surtout, cette confiance qui dure dans le temps. Voilà, ça, c'est un facteur clé. Parce que la confiance au début, oui, malheureusement, le temps, des fois, a tendance à changer les gens. Donc, la confiance doit perdurer dans le temps. Et c'est surtout ça. En tout cas, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci.